Bonjour Manuel Bompard. Bonjour. Elisabeth Borne a dédié sa nomination à toutes les petites filles, les encourageant au fond à aller au bout de leurs rêves. Est-ce que vous vous félicitez de voir arriver une femme à Matignon? C'est sans doute le seul point positif de cette décision, parce que pour le reste, c'est un choix qui est un choix de continuité, alors que le président de la République nous avait annoncé un changement total dans sa deuxième mandature. Et puis c'est un choix qui porte un message clair, qui est un message de maltraitance sociale, de maltraitance écologique. Elisabeth Borne, je le rappelle, est quand même la ministre qui a mis en place la réforme de l'assurance chômage, qui a réduit de près de 20% les indemnisations d'1 million de personnes dans ce pays. Donc je crois que ce message est le message qui dit quelle est la politique qu'elle va mettre en place dans les prochaines semaines. Donc quand même, bonne nouvelle de voir arriver un président de la République qui tient sa promesse de nommer une femme à Matignon. Ouais, enfin il a tenu celle-là, mais il y en a plein d'autres qu'il n'a pas tenu, comme le fait de dire qu'il allait engager une politique totalement nouvelle, totalement radicale. Il a dit ça, vous vous en rappelez peut-être, à Marseille, entre les deux tours de l'élection présidentielle. Donc oui, c'est bien que ça soit une femme. Sur son Personne profil, ne peut le contester, mais il y en avait plein d'autres, des femmes qui n'auraient pas mis en place la même politique que celle de Madame Borne. Vous aviez des suggestions à faire pour Matignon, pour le président de la République? Il y en a plein. Pour l'instant, la proposition que nous mettons sur la table, c'est celle de Jean-Luc Mélenchon. Alors, polytechnicienne, boursière, pupille de la nation, elle n'incarne pas forcément dans son parcours, dans son profil, la France des riches, le président des riches, etc. Sur son parcours personnel. Mais moi, c'est pas la personne de Madame Borne qui est en cause. La question, c'est la politique qu'elle compte mettre en place. Et la politique qu'elle compte mettre en place, on en a une idée quand on voit la politique qu'elle a mise en place dans la mandature précédente, puisqu'elle a été ministre. Et je parlais de la réforme de l'assurance chômage, je peux parler de quand elle a mis en place la privatisation de la SNCF, l'inaction climatique, puisqu'elle a été ministre de l'écologie dans un mandat dont, je rappelle, le président de la République a été condamné à 2 reprises pour inaction climatique et environnementale. Ça, c'est son bilan. Donc ça n'augure rien de bon pour la suite. Borne. C'est vrai qu'elle a été ministre de l'écologie, elle sera chargée de la planification écologique, c'est ce qu'a dit le président de la République. Hier soir, elle a dit qu'il fallait agir plus vite, plus fort. On rappelle qu'elle a lancé le plan vélo, abandon du projet Europa City, fermeture de 2 réacteurs de Fessenheim. Ça, vous dites, au fond, elle n'a pas de bilan écologique? Non, pas du tout. D'abord, je le disais, je le répète, c'est sous sa mandature, sous la mandature d'Emmanuel Macron, que la France a été condamnée par les tribunaux à 2 reprises pour inaction climatique et environnementale. Et puis Madame Borne elle-même a reporté de 10 ans, je crois, l'interdiction du plastique à usage unique. Elle a supprimé un nombre de fonctionnaires importants au ministère de l'écologie. Vous voyez, son bilan écologique, malheureusement, il est aussi inquiétant que son bilan en matière sociale. Donc elle n'est pas écolo? Non, je ne crois pas. En tout cas, ses actes ne plaident pas pour elle sur ce sujet. Écologie, santé, éducation, plein emploi, renaissance démocratique, Europe, sécurité. Ça, c'est la feuille de route qu'a annoncé Emmanuel Macron hier dans un tweet au moment de la nomination d'Elisabeth Borne. Ça vous paraît répondre à toutes les urgences, à des priorités? C'est des mots. Après, la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait en matière d'emploi, en matière sociale, par exemple. Est-ce qu'on continue avec le gel des salaires qu'on a observé depuis maintenant plusieurs années, ou est-ce qu'on augmente le SMIC à 1 500 €? C'est la proposition que formule Jean-Luc Mélenchon. En matière de pouvoir d'achat, est-ce qu'on laisse les prix s'envoler, les prix du carburant, les prix des produits de première nécessité, ou est-ce qu'on bloque les prix? C'est la proposition qu'a formulée Jean-Luc Mélenchon. En matière de retraite, est-ce qu'on laisse le président de la République et Madame Borne maintenant reporter l'âge de départ à la retraite à 65 ans, ou est-ce qu'on revient à la retraite à 60 ans? C'est la proposition de Jean-Luc Mélenchon. C'est pourquoi ce qui est important, puisqu'on est dans une campagne des élections législatives, c'est que les Françaises et les Français choisissent. S'ils veulent que Madame Borne continue son mandat, ils votent pour les candidats de la République En Marche. S'ils veulent qu'on change de Premier ministre, qu'on mette en place une politique différente, qu'on envoie Jean-Luc Mélenchon à Matignon, ils votent pour les candidats de la nouvelle Union populaire qu'on a constituée ensemble. Alors vous proposez, vous l'avez dit rapidement, un SMIC à 1 500 €. Laurent Berger, qui était ici même, à votre place, hier dit, c'est pas la bonne idée. Il dit, c'est pas le sujet, au fond. Il y a 144 branches sur 171 qui ont des minima sociaux en dessous du SMIC. C'est ça, le sujet. L'un n'empêche pas l'autre. D'abord, M. Berger a dit cette position, mais je sais que d'autres organisations syndicales défendent l'idée de l'augmentation du SMIC de manière immédiate. Et bien évidemment, là où M. Berger a raison, c'est qu'à partir du moment où on augmente le SMIC, ensuite, il faut convoquer une conférence sur les salaires pour faire en sorte que, dans les branches, les salaires soient réévalués pour qu'il n'y en ait pas en dessous du SMIC. Alors, une conférence sur les salaires, en général, ça peut déboucher sur rien. Pourquoi est-ce que ça déboucherait sur quelque chose avec vous? D'abord parce qu'en utilisant le levier du SMIC, là, il y a quelque chose qui ne dépend pas de la discussion avec les organisations syndicales. Et ensuite,
parce que le rapport de force, je pense, si Jean-Luc Mélenchon était élu à Matignon, en tout cas s'il y avait une majorité qui permettait ensuite à Jean-Luc Mélenchon d'être à Matignon, le rapport de force dans le pays permettrait, je crois, aux salariés de se mobiliser pour faire en sorte que leur salaire, effectivement, puisse Donc augmenter. après la nomination de Mélenchon, il y aura de la mobilisation dans la rue? Bah, je crois, en tout cas je le souhaite. J'espère même qu'elle ne va pas attendre la nomination de Jean-Luc Mélenchon, parce que les projets qui sont ceux du président de la République sont très inquiétants. Je reparle des retraites quand même, mais je vous rappelle que le mouvement des retraites a été le grand mouvement social de ces dernières années. Donc si le président de la République, il faut qu'il entende le message, s'apprête et continue à s'entêter à reporter l'âge de départ à la retraite à 65 ans, il faut qu'il s'attende à une résistance politique très forte, mais aussi à une résistance sociale très forte. Pourquoi passer par l'étape élection, alors du coup, si tout se termine dans la rue? J'ai pas dit que tout se terminait dans la rue, j'ai dit que si Jean-Luc Mélenchon se retrouvait Premier ministre, il aurait besoin d'un soutien, de la mobilisation populaire pour mettre en place le programme que l'on défend. L'objectif, c'est tout simplement d'améliorer la vie des gens. Et pour ça, on a besoin de gouverner ce pays. Et ça passe par des élections. Donc non, tout se passe pas dans la rue, ça se passe le 12 juin. Si vous votez pour une majorité de députés de la nouvelle Union populaire, c'est ce programme, celui dont j'ai parlé ce matin, qui va s'appliquer. Ça, c'est pour se mobiliser contre la réforme des retraites. Mais sur la question des salaires, Oui. comment est-ce qu'on fait plier? Vous dites qu'il y aura un rapport de force différent. Comment est-ce que vous faites plier les entreprises? Alors, premièrement, le SMIC ne dépend pas du rapport de force, c'est une décision qui est une décision gouvernementale. Pour le reste des salaires? Deuxièmement, il y a aussi la volonté de convaincre. Moi, j'entends tout à fait le fait que pour des petites ou des moyennes entreprises, la hausse du SMIC, ça ne soit pas forcément une mesure qui soit facile. Donc, dans le programme que propose Jean-Luc Mélenchon, il y a l'idée de mettre en place une caisse de péréquation qui fait que la charge due à l'augmentation des salaires reporte davantage sur les grandes entreprises plutôt que sur les petites et les moyennes entreprises. Et je crois que ce travail de conviction, on peut l'avoir avec, y compris le patronat. D'ailleurs, dans certaines branches, le patronat lui-même dit que les salaires sont trop bas, qu'ils n'arrivent pas à recruter et qu'il faut augmenter les salaires. Donc vous voyez, ça ne sera pas que de la confrontation, il y a aussi de la conviction. Vous avez entendu tout à l'heure la chronique d'Axel de Tarlé. Le coût de la dette a augmenté de 15% en 2021. Ça ne va pas s'arranger avec la hausse des taux. Est-ce que vous l'intégrez dans votre logiciel? Mais, bien sûr, mais d'abord, il faut dire qu'il y a une partie de la dette que nous avons contractée ces dernières années, qui est une dette qui est due au Covid, qui est due à la crise sanitaire. Et donc, la question est de savoir, est-ce qu'on va continuer pendant des années et des années à nous dire on ne peut pas parce qu'il y a la dette, donc il faut dépenser moins, on va la rembourser, ou est-ce qu'on pose le principe de l'annulation d'une partie de cette dette? On sait qu'il y a une grande partie de cette dette qui est contenue dans les coffres de la Banque Centrale Européenne. C'est juste un jeu d'écriture. De dire, on la met de côté. Donc on va voir les Allemands, on va voir nos partenaires européens et on dit on annule. Eh ben, je pense on que annule tout. Pas tout, mais en tout cas la partie qu'on a contractée pendant la crise sanitaire. Et de cette manière-là, on fait baisser un petit peu le poids parce que sinon, vous avez le choix, si vous voulez pas faire ça. Mais vous allez dire aux gens pendant des années, des décennies, désolé, on peut pas parce qu'il va falloir rembourser une dette dont on n'est pas responsable puisque c'est une dette qui est due à une situation extraordinaire. Donc voilà, je pense que ça serait une mesure raisonnable. On sait naturellement que la question du pouvoir d'achat est impactée par la situation internationale, par ce qui se passe en Ukraine. Je voudrais avoir votre sentiment sur ce qui a été décidé hier et considéré comme certains comme historique. La Suède et la Finlande veulent entrer dans l'OTAN. Alors Vladimir Poutine a déjà expliqué qu'il avait prévu de réagir, ce sont ses mots. Il demande la protection de l'OTAN. C'est un gage de stabilité dans la région. Comment est-ce que vous dans la réagissez? situation internationale actuelle, je comprends que des pays se disent peut-être que comme ça, on sera protégé. À mon avis, ce n'est pas une bonne solution. Personnellement, vous le savez, dans le programme que je porte, nous défendons l'idée qu'il faut sortir de manière progressive, d'abord du commandement intégré, ensuite de l'OTAN. Mais ensuite, la question qui est posée à travers cette décision, c'est-à-dire la question de la sécurité, de la stabilité aux frontières, c'est une question sérieuse. C'est pourquoi nous avons proposé de convoquer une conférence sous l'égide de l'OCDE pour faire en sorte une conférence sur les frontières pour faire en sorte qu'on pose la question des conflits territoriaux pour ramener la paix. Donc vous êtes contre l'adhésion à l'OTAN de ces deux pays-là? Je suis pour la sortie de l'OTAN, donc par principe oui, mais par contre bien sûr attaché à la question de la sécurité dans cette zone. Rapidement, une dernière question. Est-ce que vous êtes l'héritier? C'est vous qui débarquez à Marseille dans la circonscription de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous êtes l'héritier, Emmanuel Bompard? Non, l'héritier, vous savez, en politique, il n'y a pas d'héritier. Moi, je suis candidat dans la circonscription qu'occupait effectivement Jean-Luc Mélenchon. Je le fais parce que je pense que c'est une circonscription importante, c'est l'une des plus pauvres d'Europe, parce qu'il y a des sujets, les sujets sociaux dont on a parlé là, dont il faudra continuer à parler, mais il n'y a pas d'héritage en politique. Et j'espère que les électrices et les électeurs qui ont voté à 54% pour Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle dans cette circonscription me renouvelleront cette confiance. Merci beaucoup, Emmanuel Bompard.